Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Public Sénat, c'est notre rendez-vous économique. Il y a de l'écho réalisé avec notre partenaire Les Échos. Bonjour Guillaume Delacroix. Bonjour. Aujourd'hui, comme vous le voyez certainement et en tout cas comme vous l'entendez, eh bien nous réalisons cette émission en porte de Versailles, là où se déroule le salon de l'agriculture pour encore quelques jours. Nous allons parler, c'est bien normal, du revenu agricole en France. En baisse en 2008 après 2 années de hausse. Alors quelles sont les raisons de cette baisse? Quels sont les secteurs les plus touchés? Y a-t-il beaucoup de disparités régionales? L'avenir de la politique agricole commune qui doit en principe avoir un nouveau visage à partir de 2012-2013. Voilà en tout cas un certain nombre de questions que nous allons traiter avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Bruno Ledru. Bonjour, vous êtes le vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs. Hervé Guillaumard, vous êtes agroéconomiste et directeur scientifique à l'INRA. Et puis nous appellerons également au téléphone un sénateur UMP du Puy-de-Dôme, Jean-Marc Juliard, spécialiste des questions agricoles. Mais d'abord, et comme à chaque fois dans notre émission, c'est qu'il faut retenir tout d'abord de l'actualité économique de ces derniers jours avec Saveria Rojek. Crise oblige, l'immobilier est en chute libre. Les ventes de logements neufs ont fondu de 37,6% sur l'année 2008. Les mises en chantier ont-elles reculé de plus de 20% entre novembre et janvier dernier. Selon le ministère de l'écologie, le nombre de permis de construire a également baissé de 9,1%. Bercy se dit prêt à injecter jusqu'à 5 milliards d'euros aux 2 milliards déjà accordés à l'écureuil Banque Populaire. Mais c'est la nomination du conseiller de Nicolas Sarkozy, François Pérolle, à la tête du futur groupe qui suscite la polémique. La commission de déontologie pourrait être saisie, mais elle n'a pas de pouvoir d'opposition. Crise ou pas, le livret A reste le placement préféré des Français. La collecte a atteint 18,7 milliards d'euros en 2008, un niveau historique près de 3 fois supérieur au précédent record. Au total, l'encours fin décembre était de près de 140 milliards d'euros, et ce malgré la baisse du taux de rémunération de 4 à 2,5%. Les Européens réunis à Berlin affichent leur détermination. Il faut réguler et surveiller l'ensemble des acteurs du marché, y compris les hedge funds. Londres, plutôt réticent sur la question, se range donc à l'avis des Français et des Allemands, mais pas de mesures concrètes pour l'instant. Tout se décidera à Londres début avril. Prendre aux grands céréaliers pour redistribuer aux éleveurs, ses prédécesseurs avaient botté en touche. Michel Barnier a décidé que le pas serait franchi dès 2010 en anticipation du réaménagement de la PAC. Au total, 1,4 milliard d'euros seront réalloués aux plus fragiles. Dès l'automne, les éleveurs de bovins et les producteurs de moutons et de caprins seront donc mieux aidés. Alors bien entendu, nous allons reparler dans cette émission du réaménagement de la PAC et des récentes mesures décidées donc par le ministre de l'Agriculture Michel Barnier. Mais tout d'abord avec vous Guillaume Delacroix, on va essayer de planter un petit peu le décor du revenu agricole donc pour tous les agriculteurs. C'est vrai que pendant cette période de crise, on a beaucoup parlé par exemple de l'automobile, du bâtiment et d'autres secteurs. On a peu parlé ou pas de l'agriculture. Alors les agriculteurs dans la crise, on pourrait répondre quoi? Alors la crise évidemment touche tout le monde, Gilles. On a parlé de la banque, on a parlé de l'automobile, vous le disiez, mais l'agriculture est évidemment touchée, comme le démontrent les derniers chiffres qui ont été publiés par l'INSEE. Et même si on le verra au cours de ce débat, la politique agricole commune sert en quelque sorte d'amortisseur, en tout cas en partie sur l'activité et le revenu des agriculteurs, eh bien les chiffres ont de quoi inquiéter la profession, puisque la production en 2008 a progressé de 3%. Comparé à une année un peu meilleure en 2007. Et puis à côté de ça, les prix de ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, c'est-à-dire ce que consomment les exploitants agricoles en énergie, en engrais, en aliments pour animaux, eh bien ces prix ont augmenté de 10%. Conséquence de ces deux données, eh bien les revenus par actif dans l'agriculture ont baissé de 15%, vous le disiez tout à l'heure, en 2008, alors qu'ils avaient augmenté de 17% l'année précédente. Donc on peut dire inquiétude quand même dans le monde agricole, d'autant que ce profil, on en parlera tout à l'heure évidemment dans l'émission, les changements
qui concerne de très près les agriculteurs, c'est-à-dire la politique agricole commune. Absolument. Alors la politique agricole commune reste évidemment le sujet, notamment du salon de l'agriculture. Le ministre Michel Barnier a annoncé lundi une réorganisation d'une partie des aides européennes, une réorientation. Donc une partie des aides iront plutôt vers les producteurs de viande, l'agriculture de montagne, l'agriculture biologique, au détriment des grands céréaliers. Alors c'est un débat qui a animé toute l'année 2008, qui s'est conclu par une sorte d'équilibre, d'accord avec les organisations syndicales, on va en reparler tout de suite. En tout cas un équilibre qui risque d'être assez précaire, puisqu'il y a un événement important dans quelques semaines, à la fin du mois d'avril. Les subventions européennes qui sont attribuées aux exploitants seront publiques, c'est-à-dire qu'on établira la transparence totale sur les aides, et ça risque peut-être de réveiller des tensions entre ceux qui en bénéficient le plus et ceux qui en bénéficient le moins. Merci Guillaume pour toutes ces précisions. Bruno Ledru, on l'a dit, mais on va regarder les chiffres de très près. La vérité des chiffres, si j'ose dire, en 2008, globalement une baisse de 15%, c'est ce que vous confirmez. Il y avait eu 2 années de hausse, hein. Encore une fois, globalement, on va regarder un petit peu secteur par secteur après. Les raisons de cette baisse l'année dernière, de votre point de vue? Les raisons de cette baisse, je pense que l'agriculture n'est pas un secteur à part et est arrivée dans une crise économique comme les autres secteurs. On va dire des raisons sont différentes selon les filières, mais la raison principale, c'est quand même la baisse de la consommation intérieure de nos ménages français, et aussi une production plus grande dans les céréales au niveau mondial qui a détendu complètement les marchés mondiaux sur les céréales, et la viticulture qui ne se remet toujours pas de sa crise, on va dire, depuis plusieurs années. Et donc tout ça fait une baisse globale des revenus de 15% cette année. En 2007, le revenu agricole moyen avait vraiment bien augmenté. C'était la flambée, par exemple, des céréales. Et là, tout d'un coup, en 2008, ça a basculé en sens inverse. Oui, tout à fait. Et c'est là qu'on voit bien le rôle de l'Europe dans l'intervention des marchés qui s'est retiré totalement. Et donc en 2007, on a eu une flambée incontrôlée et incontrôlable qui a un peu profité aux agriculteurs, mais pas beaucoup. Et cette année, on voit un retournement de tendance, tant dans la céréale que dans le lait d'ailleurs, où on a une descente aux enfers qu'on ne sait plus maîtriser au niveau européen. Et donc forcément, les hausses qui avaient été prises l'année dernière se répercutent par des baisses au moins équivalentes dans ces deux secteurs que sont les céréales et le lait. Hervé Guillaumard, est-ce qu'il y a des secteurs qui s'en sortent plutôt un peu mieux que d'autres, tout de même? C'est compliqué de parler du revenu agricole stricto sensu sans descendre à l'analyse production par production. Bon, on va le faire, on a du temps. Voilà. Et donc du coup, ce que vous dites, quand le revenu moyen a baissé de 15 alors qu'il avait augmenté de 17 l'année d'avant, la bonne question c'est de savoir si ceux qui ont subi la baisse cette année sont en fait les mêmes qui avaient en fait subi la hausse l'année d'avant. Et c'est quand même vrai pour les céréales et les oléagineux qui avaient bénéficié de la hausse l'année d'avant. Mais le point important, c'est que les revenus agricoles sont très fluctuants, et je crois qu'un des objectifs de la politique agricole commune doit être effectivement d'essayer de stabiliser mieux ces revenus demain, parce que personne ne peut vivre correctement avec des revenus même qui augmentent de 15 et qui baissent de 15 l'année suivante, quoi. Et donc il y a des secteurs qui s'en sortent mieux, parce que par exemple la viande qui a par exemple moins subi de hausse en 2006 et en 2007, et qui du coup a moins subi aussi de baisse cette année, mais en moyenne son situation ne s'est pas beaucoup améliorée non plus. En 2009, question à tous les deux, si je peux me permettre, en temps de crise, est-ce que l'agriculture va tout de même pouvoir, je dirais, tenir un peu la route? On a vu là au mois de janvier que la consommation des ménages finalement se portait pas si mal. Est-ce que vous êtes pessimiste pour l'année 2009 ou pas? En fait, il faut remonter à pourquoi on a eu une explosion des cours agricoles en 2007-2008. Il y a beaucoup de phénomènes qui ont joué, mais essentiellement quand même un qui est que depuis très longtemps, il y a un investissement insuffisant en agriculture qui fait que vous avez une offre moins dynamique que la demande, de façon générale. Il y a eu une très bonne récolte l'année dernière qui a eu cet effet dépressif sur les cours au niveau mondial. Et en fait, les anticipations qu'on a pour les récoltes prochaines, c'est qu'on va avoir des tensions sur les cours agricoles, de par des mauvaises récoltes. Regardez ce qui se passe en Australie, par exemple, mais dans d'autres pays, il y a des inondations. Et donc, on peut craindre que les prix agricoles repartent à la hausse dans une conjoncture où il faut de toute façon manger.
Donc le secteur agricole et le post-consommation est moins sensible en fait que d'autres secteurs à la crise économique parce qu'il faudra de toute façon manger. Et donc ça peut avoir des conséquences très négatives aussi sur les consommateurs et en particulier dans les pays en développement. Est-ce que c'est pas un discours un petit peu chronique, en tout cas cette espèce de pessimisme qui veut qu'on prédise des lendemains un peu sombres, parce que les matières premières avaient beaucoup augmenté l'année dernière. Enfin, on avait expliqué, en tout cas aux Français, que les matières premières avaient beaucoup augmenté. Actuellement, elles refluent. Alors est-ce que néanmoins l'année commence plutôt mieux que l'année dernière? Vous avez raison, mais au niveau du monde, les cours avaient fortement augmenté, mais pas pour tout le monde. Donc pas pour les viandes, par exemple. Elles ont commencé à baisser, disons, au milieu de l'année 2008, mais elles sont pas descendues au niveau qu'on avait connu au début du siècle. Donc elles sont restées plus élevées. Et comme on est dans une situation dans laquelle on n'a pas résolu les problèmes permettant d'augmenter l'offre agricole au niveau du monde, le moindre accident climatique, dans une conjoncture où les stocks sont très bas, vont reconduire au même mécanisme et vous risquez d'avoir à nouveau une augmentation des cours mondiaux. Est-ce qu'il y a des raisons, je dirais, franco-françaises à cette baisse du revenu agricole? Non, l'agriculture n'est plus une... Elle est mondialisée aujourd'hui. Elle est européanisée et de plus en plus mondialisée, malheureusement ou heureusement, alors qu'on sait quand même que les agriculteurs français, on va dire, notre premier marché, c'est le marché intérieur à en moyenne 70 ou 80%, même s'il faudrait séparer selon les secteurs. Mais malheureusement, en tant que producteur de blé, par exemple, même s'il y a la moitié du blé qui reste en France, nos cours du blé sont faits sur le marché de Chicago, même si c'est un non-sens économique, c'est la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Même si nos premiers clients sont les consommateurs français, nos prix dépendent de moins en moins de notre consommation intérieure. Ça, c'est quelque chose que vous regrettez? Oui, tout à fait. On le regrette, nous, en tant que producteurs. Et je pense aussi, et j'en suis même persuadé, les consommateurs aussi, parce que eux, comme nous, on vit très mal cette variation des cours tous les jours où on ne sait pas d'une année sur l'autre si on va avoir plus 50% sur nos prix ou moins 50% sur nos prix, alors que nos produits finissent toujours, pour la majorité des cas, dans nos GMS françaises avec les consommateurs qui sont nos voisins et qui, nous aussi, sommes consommateurs. Et pour nous, c'est dommage. Et pour les consommateurs, c'est dommage aussi parce qu'on s'est aperçu que les prix à la consommation n'étaient pas liés au prix à la production. Hein, c'est le rapport. Pourtant, en ce moment, en tout cas, c'est les statistiques qui l'indiquent. Les prix ont l'air plutôt de baisser, l'inflation est plutôt en baisse, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs, même si les consommateurs le ressentent pas toujours. Il y a un décalage entre je dirais les chiffres un peu froids que la presse donne ainsi tous les jours et puis ce que ressentent les consommateurs. Comment se placent, je dirais, les producteurs dans ce débat? Les producteurs, nous, ce qu'il nous faut, surtout moi en tant que responsable des jeunes agriculteurs, c'est-à-dire les gens qui s'installent ou qui sont au début de leur installation, il nous faut de la perspective économique. Et quand vous entrez dans une production et que vous ne savez pas si d'une année sur l'autre votre prix il va être à 100 ou à 200 ou à 50, c'est impossible de faire des prévisions. Et autant pour le consommateur et même pour nos entreprises et nos GMS, de changer les étiquettes tous les trimestres, c'est pas bon. Et de changer de produit tout le temps par rapport au prix, c'est très mauvais parce qu'on fidélise pas nos consommateurs et on s'est aperçu quand même que les prix de vente consommateurs suivaient beaucoup plus quand il y avait de la hausse des prix plutôt que quand il y avait de la baisse. La baisse était toujours très longue à venir pour les consommateurs et jamais en proportion de nos baisses qu'on peut subir, nous, producteurs. Hervé Guyomard, on va faire un tout petit peu de pédagogie pour les téléspectateurs, même si ici tout le monde connaît bien évidemment ce secteur. Économiquement, l'agriculture française, ça fait vivre à peu près combien de personnes encore aujourd'hui en France? Il y a à peu près, disons, il y a autour de 400 000 exploitations professionnelles. Ça fait vivre à peu près 1 million de personnes, c'est ça? À peu près 1 million de personnes. Après, ça dépend quand vous ajoutez le secteur, enfin tous les secteurs connexes, le secteur de l'industrie agroalimentaire, etc., au sens le plus large possible, je pense qu'on peut aller jusqu'à 3 millions de personnes. Mais c'est très large parce qu'on pourrait inverser le raisonnement en disant que c'est aussi le secteur de l'industrie agroalimentaire qui fait vivre en partie le secteur agricole. Mais l'ensemble de ce secteur-là, ça fait à peu près 3 millions de personnes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est arrivé, je dirais, à une période un peu de stabilité? Je pense à un nombre d'exploitations ou que ça va encore baisser dans les années qui vont venir? Alors, c'est une très bonne question. Le nombre d'exploitations continue à baisser en France et dans les pays développés de manière générale.
Pour quelle raison? Parce que les exploitations sont de plus en plus grandes et que les agriculteurs ont du mal à boucler quelquefois leur fin de mois. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons le travail, par exemple en élevage, est difficile, donc il y a des difficultés, des réticences à s'installer. Il y a des problèmes de formation aussi. Il y a des problèmes d'économie d'échelle dans les exploitations qui fait que vous gagnez plus en ayant une exploitation plus grande. Et puis il y a l'incertitude qu'ont aujourd'hui les jeunes agriculteurs, comme ça a été dit, face à l'instabilité. Quand vous faites un plan d'investissement, si demain vous ne savez pas si le prix sera 100, 150 ou 200, c'est assez difficile de faire un plan d'investissement. Et donc ça freine l'installation. Et ce qui fait que par rapport au nombre d'agriculteurs, il faut demain œuvrer à leur garantir en fait la sécurité. Et j'ajouterai un dernier point, c'est que je pense qu'un frein à l'installation en agriculture est aussi le fait qu'on va de réforme en réforme et qu'il est peut-être temps de dire aux agriculteurs quelle sera la politique agricole que l'on appliquera en 2015 et en 2020 pour que les jeunes qui s'installent aujourd'hui sachent ce qu'ils auront droit en 2010. Alors que par exemple ce qu'on vient de décider aujourd'hui ne sera valable qu'une ou 2 années et on va remettre sur le tapis les choses. Est-ce que vous dites, Hervé Guyomard, comme certains professionnels, qu'il y a un problème de recrutement de main-d'œuvre? Là, vous parlez de l'attractivité finalement du métier agricole. Est-ce qu'il y a un problème de main-d'œuvre? Les chiffres montrent que depuis 10 ans, les emplois augmentaient de bon an, mal an d'1 ou 2%. En 2008, il y a eu un coup d'arrêt à la progression des emplois. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de recrutement de main-d'œuvre? Dans certains, alors le nombre d'exploitants agricoles a diminué. Il y avait une augmentation du nombre de salariés agricoles, sûrement en pourcentage et même en valeur absolue ces dernières années. Donc ça a été juste freiné et je pense que la dernière année n'est pas forcément représentative. Ce qu'il y a, c'est que le métier, et mon voisin en parlerait beaucoup mieux que moi, est très compliqué. Il faut à la fois être évidemment producteur agricole, mais aussi être comptable, savoir vendre, etc. Donc il faut une très très grande formation. Et j'aurais tendance à dire que demain, il faudra encore plus de formation, parce que la prise en compte de l'environnement exigera une attention, un soin, un suivi beaucoup plus grand. Et du coup, il faut œuvrer sur cette formation pour susciter des vocations, j'aurais tendance à dire ça comme ça. Bruno Ledru, je retiens 2 mots là de ce qu'on vient d'entendre. Susciter des vocations, est-ce que c'est encore possible? Et question complémentaire, on va en parler il y a un instant, de la garantie de sécurité. Alors d'abord sur les vocations, quel est votre sentiment? Sur les vocations, heureusement, c'est encore possible. Moi, en tant que jeune agriculteur, je crois à mon métier et je crois à l'avenir de notre métier. Mon collègue l'a dit tout à l'heure, il faudra bien toujours qu'on mange. Et je pense qu'en France, et depuis 2007 d'ailleurs, où il y a eu un semblant de panique en se disant on va pas avoir assez à manger, je trouve que notre métier c'est redorer un peu le blason en se disant on a besoin d'agriculteurs en France, c'est pas la nourriture, c'est pas comme ça, il faut bien des gens pour la produire. L'image des agriculteurs en France, elle est bonne. L'image est très bonne et je pense qu'on est fiers de faire notre métier, même si on parlera sûrement de la politique agricole commune tout à l'heure, comme vous l'avez dit dans le reportage. On a quelques aides pour arriver à vivre, mais l'image de notre métier est bonne, on en est fiers. On a un système d'éducation qui est piloté par le ministère de l'Agriculture qui est aujourd'hui excellent. Je pense qu'à la sortie des écoles d'agriculture... Par rapport à nos voisins, donc on est plutôt dans le haut de gamme. Par rapport à nos voisins et par rapport à l'éducation nationale, vous regardez les chiffres de chômeurs des gens qui sortent des écoles d'agriculture, c'est très 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 faible. C'est-à-dire qu'on est très bon. Une fois que vous êtes sorti de l'école d'agriculture, vous avez du travail. Et ce qui nous manque, c'est des vocations. La vocation agricole n'est pas une voie de garage pour les jeunes. C'est pas que des jeunes en échec scolaire. C'est des jeunes qui ont envie d'avoir un vrai projet. Et je pense qu'aujourd'hui, sur l'installation, on a quand même progressé, même s'il y a peu d'installations. Aujourd'hui, on a une installation pour 2 départs à la retraite en France, alors que dans les années 95, on était à une installation pour 4 départs à la retraite. Donc, je ne dis pas qu'on renouvelle à 100%, mais on renouvelle beaucoup mieux aujourd'hui qu'on renouvelait il y a 20 ans, ce qui fait que on s'améliore, on progresse, et tant mieux, et on a encore des vocations, il nous en faut encore. Alors l'agriculture durable, est-ce que ça a un sens pour vous justement pour essayer de restaurer l'attractivité du métier et faire venir les jeunes dans la filière? C'est un des sujets évidemment du salon de l'agriculture. Est-ce que, comme le disait Michel Barnier il y a quelques jours, l'agriculture c'est économiquement productive, en tout cas elle doit l'être, elle doit également être écologiquement responsable. Est-ce qu'il y a là, selon vous,
des espoirs de développement réels. C'est un espoir de développement ou c'est une contrainte pour vous? Non, c'est un atout pour nous. Je pense que aujourd'hui, on parle de développement durable, d'agriculture durable. Encore faudrait-il définir le mot durable. Mais je pense qu'il n'y a pas un métier plus durable que le nôtre. On travaille sur du vivant, on travaille sur des choses qui sont non renouvelables. Le foncier, c'est pas renouvelable. Saint-Exupéry disait toujours on emprunte la terre à nos enfants. Et je pense que c'est une vraie valeur paysanne de maintenir la nature en bonne santé, en bonne forme pour qu'elle soit libre demain. Et je pense que c'est pas une contrainte. Mais par contre, ce qu'il faut pas oublier, et nos politiques l'oublient de temps en temps, c'est qu'un agriculteur, avant de s'occuper de nature et de tout ça, il faut qu'il vive. Et une fois qu'il vivra, et même en même temps, parce que c'est naturel chez nous, je pense que ma génération, c'est un peu la génération écologie et tout ce qu'on veut bien. Je pense que c'est vraiment entre l'économique, le social et l'environnement, c'est un vrai triptyque de base qui nous permettra demain d'avancer et de construire avec la société un vrai projet de l'agriculture française. Hervé Guillaumard, vous adhérez à ce discours? On a l'impression qu'au fond, c'est la norme les normes environnementales, le développement durable, c'est plutôt une chance et une opportunité pour le monde agricole. C'est votre avis? Le premier point, c'est que je pense personnellement que c'est une obligation. Il faut demain avoir des méthodes de production globalement plus respectueuses de l'environnement. Ça progresse. Il y a beaucoup de progrès. On le dit depuis longtemps. Voilà, il y a déjà eu des progrès, mais il faut encore faire d'autres progrès. Et en particulier, les problèmes environnementaux, c'est l'eau, le sol, la biodiversité et les problèmes énergétiques, on va dire ça. Pour transformer en atout, il y a encore une marche à franchir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une contrainte. Et il faut aller dans un sens justement où on va pouvoir profiter de ce défi environnemental, soit pour satisfaire des demandes de consommateurs. Et par exemple, c'est un peu ce qui se passe dans le marché bio où il y a des consommateurs qui sont prêts à payer pour cela. Soit on n'arrivera pas parce que pour la majorité de Français, le prix reste une variable déterminante dans l'acte d'achat et de consommation. Et donc, il faudra des aides publiques de compensation, par exemple pour le respect de la biodiversité. Ça c'est possible malgré la crise. Vous parliez de garantie, il y a un instant vous parlez d'aide publique. C'est possible pour un pouvoir politique, pour l'exécutif aujourd'hui? Le problème il est là, c'est qu'évidemment on est dans une situation de crise globale que vous connaissez, et c'est dans quelle mesure on arrivera à dégager suffisamment de ressources pour la protection de la biodiversité aujourd'hui, pour prendre cet exemple-là, et pour ne pas sacrifier quelque chose et l'avenir, disons, de nos enfants, pour dire les choses comme cela, au profit en fait d'urgences que l'on doit régler aussi aujourd'hui. Et je crois que il faut trouver un juste équilibre, mais il est illusoire d'espérer qu'on aura une très grande protection de la biodiversité via le marchand, via la viande des produits, et donc il faudra bien des aides publiques pour préserver celle-ci. Bruno Lerue, est-ce que dans ce contexte, qui n'est pas forcément très facile, on peut l'imaginer, est-ce que tout de même il y a des fortes disparités régionales? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite géographie comme ça, je dirais du paysage agricole français? Est-ce qu'il y a vraiment des régions qui sont vraiment en grande difficulté et d'autres qui vont bien mieux? Ça dépend évidemment des productions, mais... Est-ce qu'il y a toujours une coupure nord-sud en fait, hein? On a toujours dit que c'était la Loire en fait, la frontière. Oui, il y a peut-être toujours une coupure nord-sud, mais je pense que les disparités se font plus par production que par région, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé sur un marché mondial où de temps en temps, comme en 2007 ou 2008, où la céréale allait très bien, mais la viticulture, ça fait quelques années qu'elle ne va pas, et c'est pas à cause de la France, c'est bien à cause d'un marché mondial que les Français ont eu du mal à saisir. La production laitière allait bien l'année dernière, elle va mal cette année. Je pense que c'est difficile de parler de région. C'est plus facile de parler en termes de filières agricoles qui vont bien ou qui vont moins bien. Vous ne parlez pas, je remarque, des fruits et légumes? Les fruits et légumes sont un marché très difficile et qui est malheureusement souvent en crise, parce que là, je le dis moi-même et je le pense aussi en tant qu'agriculteur, même si je ne suis pas producteur de fruits et légumes, c'est qu'on manque nous-mêmes d'organisation de marché dans les fruits et légumes. Et
Et comme les volumes sont petits, dès qu'il y a un aléa climatique ou qu'il y a une abondance de récolte, on ne sait pas gérer. On ne sait pas, on n'y arrive pas. Et malheureusement, souvent, les fruits et légumes sont en crise dans certaines filières. Il y a certaines qui vont bien aller une année, l'autre qui va mal aller l'autre année, mais nul ne sait quelle année sera la bonne, et heureusement d'ailleurs. Mais je parlerai pas tant que ça de clivages régionaux, je parlerai plutôt de clivages par production, mais malheureusement, c'est pas les mêmes tous les ans, ou heureusement, je sais pas, mais ça diffère toutes les années. Merci Bruno Ledru. On va appeler au téléphone, il est avec nous, Jean-Marc Juliard, vous êtes sénateur UMP du Puy-de-Dôme, vous connaissez bien ces questions. Monsieur le sénateur, depuis le début de cette émission, on parle du revenu agricole, en baisse donc en 2008, après 2 années de hausse. On a parlé des différentes filières de production. On va parler dans un instant évidemment de ce qui va se passer bientôt pour la politique agricole commune. On a entendu beaucoup avec nos interlocuteurs aujourd'hui parler de sécurité, parler de garantie, parler d'aide publique. Que doit faire aujourd'hui, je dirais, le politique globalement et généralement pour aider la filière agricole? Écoutez, je ne peux pas parler du politique en général, mais je vais vous donner un peu mon sentiment. Allez-y. Je vais peut-être me baser sur une réflexion qui doit dater de 15 ans maintenant, si vous me permettez, en 2 minutes. C'était au Congrès européen de l'agriculture à Vérone, en Italie, où l'Europe exprimait justement la qualité sanitaire, la défense sanitaire, l'exploitation familiale, etc., etc., c'est-à-dire les garanties et les aides éventuelles. Il y avait ensuite, pour faire court, un représentant américain qui évoquait, lui, très justement aussi d'ailleurs, la nécessité d'avoir d'ici quelques années, on y est presque maintenant, à nourrir 7, 8 milliards d'humains, et un représentant asiatique qui était un Coréen, si j'ai bonne mémoire, et qui disait, lui, en quelque sorte, nous n'arrivons pas, nous, sur nos secteurs, à produire plus de 80% de nos besoins en riz, alors foutez-nous la paix, si vous me permettez le terme. Foutez-nous un peu la paix, la garantie sanitaire, oui, mais il faut avant tout se préparer à nourrir tout le monde, puisqu'il y aura manifestement une évolution. Voilà, ça c'est à partir de là, si vous voulez, notamment que j'ai basé une certaine philosophie. Donc votre philosophie, c'est d'abord effectivement que les agriculteurs puissent vivre et avant éventuellement un certain nombre de contraintes. C'est un peu ce que vous dites? Voilà, ce que je dis clairement, c'est qu'effectivement les agriculteurs, mais je vous dis, ça n'engage que moi, je n'engage pas la politique de l'État en la matière. Hein. Je crois qu'il faut, et je sais que les agriculteurs de tout poil, si vous me permettez le terme, le souhaitent, c'est vivre normalement de leur production. Alors quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'en réalité, il y a des handicaps dans certains secteurs, dans certaines filières peut-être, mais aussi dans certains secteurs. Et j'ai été plutôt content, pour ce qui me concerne, d'entendre le positionnement, mais vous allez y arriver, je crois, le positionnement du ministre hier soir. Oui, Michel Barnier qui a donc annoncé une réorientation en anticipant un petit peu de la politique agricole commune. Et ça c'est la bonne méthode, c'est ce que vous dites. Ça, moi je dis que c'est la bonne méthode. C'est pas aussi simple. Vous avez sûrement des céréaliers qui sont moins d'accord que moi en la matière. Moi je suis un Auvergnat, comme vous le savez aussi. Et en Auvergne on a les deux, on a la Limagne et la montagne. Et je faisais partie de ceux qui souffrent de voir des discussions quelquefois dures entre ces deux productions, et manifestement elles sont, comme je le pense, non pas condamnées, mais elles doivent continuer un partenariat étroit pour faire en sorte que le syndicalisme qui a porté l'agriculture française là où elle est puisse continuer à avoir de réelles reconnaissances. Merci beaucoup en tout cas Jean-Marc Juliard d'avoir été au téléphone avec nous quelques minutes. Merci de votre témoignage. On va évidemment poursuivre cette émission avec nos invités. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu de l'avenir. Quand on regarde un petit peu les chiffres, M. Guillaumard, on s'aperçoit quand même que l'agriculture française reçoit beaucoup d'aides. Et est-ce que les revenus au fond des agriculteurs, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus dépendants des aides directes finalement. Est-ce que ça a encore de l'avenir? Alors, la première chose, les revenus des agriculteurs français comme des agriculteurs européens dépendent des aides. Oui, mais c'est parce qu'on a fait une réforme de la politique agricole pour qu'il en soit ainsi, puisque
Pendant longtemps, on a soutenu en fait par les prix et on est passé à des systèmes de soutien par les aides. Du coup, les aides constituent une part importante du revenu. On dit 8 milliards aujourd'hui. Hein. Comment ? 8 milliards. On dit 8 milliards. Alors si on ajoute deuxième pilier, ça fait un peu plus, mais 8 milliards d'aides directes de soutien des revenus. Et la question, c'est aujourd'hui, c'est pour aller dire les choses un peu trivialement, c'est à quoi servent ces aides autres que le soutien des revenus. Et donc pour reprendre la question que vous avez posée tout à l'heure, en gros, l'évolution qu'a proposé le ministre de l'Agriculture hier, c'est de faire passer une partie des aides qui étaient au nord d'une ligne qui va de Toulouse à Strasbourg, pour dire les choses simplement, au sud. Et en fait, pour aller dans les systèmes plutôt herbagés, et sous l'argumentaire que l'herbe a un rôle environnemental positif, et aussi parce que ces élevages sont en difficulté en zone de montagne, etc., et donc assurent aussi un rôle territorial. Bruno Le Dru, vous êtes d'accord avec cette façon de faire? Parce que je vous pose la question, donc on disait tout à l'heure que l'image des agriculteurs était finalement assez bonne en France, mais quand on dit aux Français, en tout cas à l'opinion publique, qui ne connaissent pas spécialement bien forcément ce secteur, que finalement l'agriculture française est très aidée, quelquefois là on change un petit peu d'avis. Est-ce que vous avez l'impression que les Français, les citoyens tout simplement, comprennent bien que ce secteur soit aidé à ce point-là? Ça dépend ce qu'on appelle aider. Il faut savoir que le secteur agricole est le seul secteur, on va dire, européen en termes de budget qui est vraiment européanisé. Ça fait 10 € par personne en Europe pour aider le secteur agricole et alimentaire. C'est bien de rappeler ces chiffres. Donc c'est 10 € par personne dans l'Union européenne. C'est ça. Si on mettait la recherche... 10 € par an. Par personne. Si on mettait la recherche en budget européen, ça ferait 4 fois plus. Donc, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? On a la chance ou la malchance, je ne sais pas. Pour moi, c'est une chance, c'est que ce soit transparent. Et c'est l'un des rares budgets qui est transparent totalement, où tout vient de l'Europe, tout va à l'Europe, tout revient de l'Europe. Donc là-dessus, on est clair et on est à l'aise. Nous, sur le rééquilibrage que M. Barnier a fait hier, nous, les jeunes agriculteurs, ce qu'on vous dit franchement, notre volonté au départ, c'était une gestion de marché pour que et les producteurs et les consommateurs s'y retrouvent. On sait qu'on peut pas, parce que l'Europe n'a pas voulu ça. Donc on essaie de faire au mieux pour essayer de donner un minimum d'avenir aux gens qui vont rentrer dans le métier. Et on partage avec M. Barnier d'ailleurs que l'élevage, globalement, est plus en danger que le secteur des céréales demain en Europe. Donc M. Barnier a fait le choix de rééquilibrer plutôt en faveur de l'élevage et notamment de l'élevage à l'herbe. On le respecte, on le partage en partie parce qu'on n'était pas tout à fait... Vous n'êtes pas contre, hein, c'est ça? On n'est pas contre, on le respecte, on le partage en partie, on n'aurait pas fait tout à fait pareil. Nous les jeunes, on avait des positions un tout petit peu différentes, mais on n'est pas contre, on était d'accord. On va dire qu'il y a des nuances. Je voudrais qu'on avance un peu parce qu'il nous reste à peu près 8-9 minutes avant la fin de cette émission. Je voudrais qu'on parle, M. Guillaumard, un peu de l'avenir, notamment de la PAC. En 2012, c'est la fin, en tout cas dans sa forme initiale, de la PAC. Est-ce qu'il fallait absolument, je dirais, réformer la PAC aujourd'hui telle qu'elle se profile maintenant pour dans quelques années? Il y avait une obligation de réformer. Et ce qu'on peut dire en résumé, c'est que dans le processus de réforme, la France était un peu en retard par rapport à d'autres États membres. Arrivent des discussions budgétaires dans lesquelles on va inclure la politique agricole avec d'autres politiques. Et donc évidemment, il va y avoir des grands appétits pour le budget agricole. Et donc toute la question va être de légitimer et de justifier le budget agricole tel qu'il est aujourd'hui. Et en allant très très vite, les objectifs, il y a la stabilisation, il y a l'environnement, il y a le territoire et il y a le partage de la valeur ajoutée le long des filières. Et ce qui veut dire qu'il faut mettre tout ça sur la table et travailler à la définition des politiques pour satisfaire ces objectifs. Et ce que le ministre a décidé hier est un pas qui va dans cette direction, mais je vais dire qu'il y a encore beaucoup de pas à faire pour que ce soit vraiment légitimé et accepté par tous les États membres. Accepté par tous les États membres, également par les agriculteurs eux-mêmes. Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que c'est vécu comme quelque chose d'inéluctablement douloureux, la réforme de la PAC, puisqu'en 2013, la France, pour la première fois, donnera plus qu'elle ne reçoit de l'Union européenne? Oui, mais je crois que le plus grand danger, il y a effectivement l'acceptabilité par le corps social des agriculteurs, etc. Et il faut prendre évidemment ça en compte. Mais il y a un énorme danger, surtout que le budget de la politique agricole
soit amputée tout simplement parce que d'autres États membres n'ont pas les mêmes intérêts que l'agriculture française, qui quand même, en le rappelant de manière rapide, est beaucoup plus diversifiée que les autres agricultures et qui de ce fait a une position plus compliquée dans les négociations. Mais si on ne clarifie pas, moi je pense qu'on va perdre un pourcentage très fort du budget agricole. Vous êtes inquiets, les agriculteurs sont inquiets de cette réforme qui va quand même changer beaucoup de choses? On est inquiet de la réforme, certes, parce que il faut toujours qu'on s'adapte et tous les 3 ans on subit une réforme qui nous tombe toujours dessus et qui vient jamais au bon moment. On est beaucoup plus inquiet, comme le disait mon collègue, sur une politique agricole européenne demain. Et parce que les intérêts sont pas les mêmes, c'est un peu ce que disait M. Guillaumard. Les intérêts sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, si on a une France forte en termes agricoles, elle entraîne aussi une France forte en termes touristiques, parce que la vision française, c'est pas d'être, on va dire, spécialisé par région en monoculture, là où on est le plus compétitif. Ça, c'est la vision anglo-saxonne. On en voit bien où en est l'agriculture d'Angleterre qui périclite doucement. Et donc, dans cette divergence de vision de pays européens entre les anglo-saxons, faut le dire, et les Français et plutôt l'Europe du Sud, je crois qu'il y a une vraie question politique demain, c'est est-ce qu'on croit à notre indépendance alimentaire au niveau européen? Est-ce qu'on croit au rôle de l'agriculture dans la société et dans l'écologie? Eh ben, je pense que les agriculteurs français y croient. Je pense que les gouvernements qu'on a aujourd'hui en France y croient. Est-ce que demain, par rapport à ce que la France devienne contributeur net, ça leur fasse pas changer d'avis? Parce que nos gouvernements sont quand même avant tout des gestionnaires. On sait très bien que les finances publiques vont pas très bien. Donc on a plein de questions à se poser. Nous, agriculteurs, on fait le pari sur l'avenir d'une Europe qui croit à son agriculture, et non pas seulement pour sa production, mais aussi pour sa biodiversité, le tourisme et tout ce qui peut en apporter. Guillaume? Alors sur l'interventionnisme de l'État, parce que on est en train de voir que la réforme de la PAC, justement, va plutôt dans le sens d'une libéralisation. Au moment de la crise, on parle du retour de l'État dans l'économie. Est-ce que la filière agricole, suit une route différente? Non, la filière agricole ne suit pas une route différente, sauf que l'État n'existe plus pour l'agriculture. C'est que l'Europe qui existe aujourd'hui. Alors elle nous met quelques mesurettes de restitution et tout ça. Nous, ce qu'on demande demain, c'est assez simple. Demain, s'il y a des marchés libres, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est une assurance climatique, si on a des aléas climatiques, qu'on soit assuré. C'est une assurance sanitaire, parce que quand il y a des maladies dans nos animaux, c'est jamais de notre faute, mais c'est toujours nous qui payons. Et c'est demain une assurance revenu, comme les gens ont un SMIC chez eux. Et aujourd'hui, cette politique agricole va pas dans ce sens-là, alors que les autres politiques agricoles des grands pays qui se disent agricoles vont dans ce sens-là. Donc est-ce que l'Europe fera le choix d'être un vrai ensemble de pays agricoles ou pas? Là est la vraie question. Et je pense qu'au-delà du rééquilibrage budgétaire et tout ce qu'on veut bien, la vraie question c'est celle-là pour l'après 2013 avec le vote du budget agricole l'année prochaine. La vraie question ce sera celle-là, c'est veut-on d'une Europe agricole ou risque-t-on de brader l'agriculture au profit de l'industrie ou des services à l'OMC ou tout ce qu'on veut bien? Pourtant, Nicolas Sarkozy, qui est venu ici au Salon de l'Agriculture, a promis une loi de modernisation, par exemple, avant la fin de l'année, quand il a fait un déplacement récent dans le Maine-et-Loire, en débloquant même en 2010, je crois, 300 millions d'euros. Est-ce que vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy s'intéresse de près, je dirais, à votre secteur? Jacques Chirac, par exemple, est venu mardi ici au Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous avez l'impression que Nicolas Sarkozy a une approche un peu différente? Est-ce que c'est un secteur qui le passionne? Quel est votre sentiment? On sait très bien que le président, M. Nicolas Sarkozy, n'a pas de racines agricoles, il ne nous l'a jamais caché. Mais on sait très bien que le secteur agricole et agroalimentaire, quand vous représentez 12 ou 13% des emplois en France, en période de crise, vous y faites attention, quoi. Et donc, forcément, il y fait attention, tant mieux. Après, il nous a fait des promesses, on va les laisser se traduire en actes. On l'espère qu'elles seront tenues et j'en doute pas, et tant mieux. Chez les jeunes, on est toujours un peu naïf, mais tant mieux. Après, on est quand même un secteur qui pèse plus que l'automobile en termes d'emploi et en termes de balance commerciale et tout ça. Donc, il est assez logique aussi qu'on soit aussi aidé que l'automobile. Alors ça, c'est ce que vous demandez, par exemple. C'est ce qu'on avait dit un peu au début de l'émission. On avait parlé de l'automobile, du logement, d'un certain nombre de secteurs, le secteur bancaire. Et vous dites aujourd'hui, nous, faut pas nous oublier. C'est ça, hein?
c'est pas qu'il faut pas nous oublier, c'est qu'on représente autant que l'automobile. Après, s'ils veulent qu'on représente moins, ce sera un choix politique, mais il faudra l'assumer tant dans le rôle social qu'on peut apporter dans nos campagnes, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'émeutes dans les campagnes, ça se passe quand même globalement bien l'ambiance dans les campagnes, et c'est tout cet équilibre-là qu'il faut qu'on préserve, parce qu'on m'a toujours appris que l'équilibre était toujours difficile à conserver, mais le jour où on n'avait plus l'équilibre, c'était catastrophique. Monsieur Guyomard, c'est quasiment la fin de cette émission. Votre conclusion, si on va reparler un tout petit peu de la crise, et notamment de ce qu'a promis un peu Nicolas Sarkozy, vous avez l'impression que l'agriculture, il faut le mettre au même niveau que l'automobile, par exemple. C'est aussi crucial? C'est aussi crucial, mais l'impact de la crise financière sur le secteur agricole est quand même beaucoup plus faible que sur le secteur automobile. Si les prix agricoles ont baissé, c'était avant qu'il y ait la crise financière. Et donc je pense qu'il faut faire attention aux remèdes parce que c'est pas les mêmes problèmes tout à fait. Et le problème, je répète, c'est un peu trouver une légitimité en fait au budget agricole et il faut œuvrer à ça tout de suite au risque que il faut quand même rappeler que l'Europe est une puissance exportatrice agricole et que l'essentiel de nos échanges en France se fait avec le reste des Européens. Et donc c'est bien avec eux qu'il faut œuvrer. Merci beaucoup en tout cas à nos invités de nous avoir rejoints sur ce plateau aujourd'hui, ici au Salon de l'Agriculture. Alors Guillaume, vous avez bien écouté nos interlocuteurs. Est-ce qu'on n'a pas l'impression au fond que d'un monde vraiment en crise, on se dit au fond qu'on aura toujours besoin d'agriculture, il faudra toujours effectivement manger, comme l'a dit tout à l'heure Bruno Ledru. Mais enfin, on attend quand même des aides de l'État, particulièrement dans cette période de crise. C'est un monde inquiet, évidemment, par un certain nombre de choses, mais qui, globalement, en effet, montre des signes d'espoir. Et la tonalité de notre débat le prouve, puisqu'on n'a pas tellement entendu de réclamations financières. Alors, évidemment, il y a le contexte européen qui aide les agriculteurs, mais on a surtout entendu parler d'attractivité des métiers, on a entendu parler d'investissement, on a parlé de développement durable, on a parlé de formation. Et je pense que c'est ça l'avenir de l'agriculture, c'est un métier qui se modernise et qui alors peut-être puisse maintenir son poids dans l'économie française. Merci beaucoup Guillaume, merci à vous, merci Bruno Ledru, merci Hervé Guyomard, merci également Jean-Marc Juillard qui nous avait rejoint au téléphone tout à l'heure, le sénateur UMP du Puy-de-Dôme. Merci à tous, dépêchez-vous de venir encore ici, vous avez quelques jours pour venir ici au Salon de l'Agriculture à Paris, porte de Versailles, et nous on se retrouvera très bientôt pour un prochain numéro de Y'a de l'écho, toujours avec notre partenaire Les Échos. Très bonne soirée à tous, à bientôt. À bientôt. Le lundi 2 mars à partir de 19h, vivez en direct le dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Avec le président Sarkozy, l'ensemble des leaders politiques français, les représentants des autres communautés religieuses, ainsi que de nombreux ambassadeurs. Les grands événements en direct et en intégralité, c'est sur Public Sénat, la chaîne d'information politique. Pour regarder la suite de nos programmes, rejoignez-nous dès maintenant sur Internet. Vous retrouverez notre chaîne Public Sénat 24h/24 sur www.publicsénat.fr. Le prochain rendez-vous en direct de Public Sénat est à 22h. Bouge la France avec Pierre Sled et ses invités. France Télévisions restera-t-elle indépendante après la grande réforme sur l'audiovisuel public voulue par Nicolas Sarkozy? La réponse est dans pleine lucarne et c'est tout de suite. Il y a des gens qui pensent que l'Europe c'est une grosse machine énorme avec des tas de commissions qui parlent d'un tas de sujets. Finalement, l'Europe c'était surtout beaucoup d'Européens. Est-ce que vous pouvez me donner une bonne raison d'aller m'installer en Belgique? El Sol. El Sol, ok. Denmark is a nice country.
Rendez-vous donc dans une capitale européenne à la rencontre de nos voisins et néanmoins amis européens, histoire de tester mes facultés d'adaptation. Parce que c'est vrai, ça veut dire quoi d'être européen aujourd'hui? La réponse est dans Détour d'Europe, chaque mois sur la chaîne parlementaire. Détour d'Europe, c'est ce soir à 20h30 sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Siam, Mustapha et Karim sont issus de l'immigration maghrébine. Ils sont aussi gardiens de la paix. Comment vivent-ils leur quotidien en uniforme? Vous pouvez dire dans le reportage qu'on s'entend bien quand même, c'est pas la banlieue. Ah ben il n'y a pas de souci, c'est le but d'ailleurs. Dites-le. Il y a des petits délits, tout ça, mais rien de grave. Flics de France, votre rendez-vous documentaire, ce soir à 21h sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pleine Lucarne, votre magazine politico-médiatique, l'actualité des médias vue par les politiques. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble cet objet, votre bon vieux téléphone portable plus ou moins sophistiqué. Vous avez tous appris à vivre avec lui dans la poche, au bureau, un peu partout finalement et même chez vous. Peut-être un jour, peut-être demain, peut-être bientôt, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Vous regarderez également la télé et la chaîne parlementaire sur votre bon vieux portable. Vous l'aurez compris aujourd'hui. On parle de la TMP, ça veut dire téléphonie mobile personnelle, en clair la télé sur le mobile. On en parle avec des spécialistes de la question. Alors la TMP, on ne sait pas très bien finalement si c'est un gadget, un serpent de mer ou bel et bien une nouvelle technologie en devenir. On va en parler avec vous, Emmanuel Hamelin. Bienvenue à vous. Bonjour. On vous a déjà vu longtemps sur le plateau de la chaîne parlementaire puisque vous êtes ancien député UMP et ça tombe bien, vous étiez rapporteur en 2007 du projet de loi sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la télévision du futur, et il y était déjà question de la TMP. Finalement, tout était déjà écrit dans ce rapport. On aura l'occasion d'y revenir. Avec nous également Henri Weber, bienvenue à vous, député européen, socialiste, et vous êtes membre de la commission médias au Parlement européen. Guillaume Dubois est à vos côtés, bonjour. Bonjour. Directeur général de BFM TV. Alors on a fait appel à vous parce que BFM croit dur comme fer à l'écran de poche, et ça depuis le début. Et on va voir par quoi ça se traduit concrètement. Et enfin, Janine Langlois-Glandier, bienvenue à vous également. Vous êtes présidente du Forum TV Mobile, un forum qui fait, on va dire, pour aller vite, du lobby intensif pour accélérer la TMP en France. Alors, avant de vous donner la parole, la TMP, c'est quoi? C'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Si je vous dis TNT, TDF, 3G, vous êtes peut-être un peu hébété. Eh bien, vous allez bientôt tout comprendre. La TMP pour les nuls, c'est signé Johan Rela. Pour l'instant, voici le seul endroit où capter la TMP. Les locaux de TDF, chargés de mettre en place la télé du futur. 4 ans de travail, des dizaines de tests, et à l'arrivée, une technologie très prometteuse. J'ai ici un certain nombre de chaînes, et en fait je change de chaîne, exactement comme avec ma télécommande dans mon salon. Donc j'ai la télévision dans ma poche. La télévision à portée de toutes les poches, ou presque. À l'origine, la TMP devait faire son apparition à l'été 2008. 8 mois plus tard... On attend le feu vert, ou on attend que les acteurs qui sont concernés commercialement par ce produit aient finalisé les discussions et les accords qu'ils doivent trouver. En clair, le projet a du mal à trouver preneur. Pour fonctionner, comme la TNT, la télé sur portable a besoin de nouveaux émetteurs et les antennes coûtent cher. 20 millions d'euros par an pour assurer la couverture des plus grandes agglomérations. Du coup, au moment de payer l'addition, opérateurs téléphoniques et chaînes de télévision se renvoient la balle. Bisbille, sur fond d'incertitude stratégique. Beaucoup d'opérateurs et d'opérateurs privés, eux, parient sur un modèle payant. Or, en Corée du Sud, où la TMP a été lancée quand même depuis 2005, où ça marche plutôt bien, c'est quand même tout le modèle gratuit qui fonctionne. Et de concurrence avec d'autres technologies. Tous les téléphones, la plupart maintenant, peuvent recevoir la 3G, la 3G+, et peuvent recevoir les chaînes. Et ça maintenant dans des packs, dans des abonnements qui sont illimités, qui sont gratuits.
c'est une belle technologie, mais qu'il va falloir qu'elle trouve un modèle économique et puis deux, des usages auprès du téléspectateur et du grand public pour que ça fonctionne. Pour redonner du souffle à une TMP en panne, la secrétaire d'État à l'économie numérique a décidé de nommer un médiateur. En attendant, la télévision du futur se conjugue toujours au conditionnel, tout comme les bénéfices qu'elle pourrait dégager. Alors Janine Langlois-Glandier, ça tombe bien, le hasard fait bien les choses. Juste avant de venir à cette émission, vous étiez chez Nathalie Kosciusko-Morizet. Où en est-on sur ce dossier? Est-ce que ça va enfin cesser d'être un serpent de mer? Écoutez, on ne peut pas dire que c'est un serpent de mer. D'abord, je voudrais rappeler une chose, le forum ne fait pas que du lobbying. On en fait... Non, mais c'est pas que ça me plaît pas, si vous voulez, mais il y a un travail qui a été fait, c'est 50 entreprises, si vous voulez, qui regroupent toute la chaîne de valeur. Parce qu'il faut dire qu'en France, comme pour l'énergie nucléaire, on a une série d'entreprises, ça va de la PME qui inventent des puces à ceux qui font du logiciel en passant par ceux qui construisent des réseaux comme TDF qu'on vient de voir ou d'autres qui font du satellite comme Astra, Telsat, etc. À des entreprises qui font du contenu comme les chaînes de télévision. Donc, si vous voulez, on a fait beaucoup de travail technique. C'est-à-dire qu'on s'est mis depuis 4 ans autour de différentes tables et tous les jours, si vous voulez, pour déterminer est-ce qu'il y a un réseau? Parce qu'initialement, il n'y avait pas de réseau, il faut un nouveau réseau. Est-ce qu'il y a une norme européenne? Parce que on ne construira un réseau que si on arrive à avoir des fabricants de terminaux qui vendent des terminaux à des prix convenables. Et pour ça, évidemment, un marché de 500 millions d'Européens, ça les intéresse davantage. Donc, on a fait tout ce travail technique. Et après, si vous voulez, il nous a fallu, avec les organismes de tutelle, que ce soit le ministère de l'Industrie, avec la DDM, avec le CSA aussi, expliquer quelles étaient les possibilités techniques. On va rentrer dans le vif du débat. Oui. Le CSA qui, fin mai 2008, a sélectionné 16 chaînes. On en est là. 13 chaînes, pardonnez-moi. On en est là aujourd'hui. Que dit la ministre aujourd'hui, puisque vous la ministre dit, elle a entendu, si vous voulez, l'ensemble des participants. Il y a eu quand même des éléments nouveaux qui sont venus troubler un peu le dossier. D'abord, c'est vrai que l'appel à candidature et la sélection du CSA a été assez longue. Ça, on ne l'avait pas prévu, si vous voulez, et c'est dû justement à la difficulté technique du sujet, sans doute. Et puis, il y a eu aussi la loi sur le financement de l'audiovisuel public qui est venue mettre un peu d'animosité entre les opérateurs à qui on prélevait par la voie d'une taxe un financement pour le service public. Les chaînes de télévision qui elles avaient des priorités qui n'étaient pas, si vous voulez, d'investir dans la TMP, et en plus une crise internationale. Ce qui fait qu'il y a quand même quelques éléments substantiels. C'était pas un très bon contexte. On va revenir, parce que vous avez dit beaucoup de choses déjà, et on va essayer de cibler un peu dans le détail. Guillaume Dubois, qu'est-ce qui fait qu'une chaîne comme BFM TV a décidé d'investir très vite cette thématique-là? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est effectivement une technologie porteuse? Parce que quand on est éditeur de chaînes de télévision, on veut être diffusé le plus possible, sur le plus de terminaux possible, auprès d'un plus grand nombre de téléspectateurs possible. Ça, c'est la préoccupation de toutes les chaînes de télévision. Et on croit dur comme fer à cette télévision mobile qu'on assimile en termes de révolution à celle du transistor, c'est-à-dire de passer du poste unique placé au milieu du salon à un poste démultiplié de la cuisine à la salle de bain, à la poche. Parce que vous avez dû réfléchir avec l'idée qu'on en ferait quel usage? Est-ce que c'est le téléphone, justement, on regardera la télé dessus quand on prendra le métro, en voiture, encore que c'est pas très conseillé pour les petits trains, ou est-ce que, effectivement, et je crois que c'est ce que pense à la veille, ça peut devenir, effectivement, une vraie manière de regarder la télévision au quotidien? Absolument, c'est une manière de démultiplier les usages, de développer de nouveaux modes de consommation de la télévision. Ça peut être sur le téléphone, les avis divergent sur la répartition future de la consommation de cette télévision mobile sur le téléphone ou sur des petits terminaux dédiés dans votre cuisine ou dans votre salle de bain ou dans votre chambre ou au bureau. Mais ce que permet la télévision mobile, c'est effectivement multiplier les usages de consommation de la télévision. C'est la même télévision, enfin en tout cas c'est notre avis. C'est la même télévision, sauf qu'elle peut se regarder partout, de même que à l'époque du vieux poste de télévision, les Français écoutaient par exemple Radio Luxembourg. Aujourd'hui, on peut écouter la télévision partout, ils écoutent toujours RTL, donc c'est la même radio là pour le coup aussi. Emmanuel Hamelin, expliquez-nous concrètement et en citant des noms, pourquoi certaines chaînes de télé y croient très fort, comme BFM TV, certains opérateurs aussi, pourquoi au contraire d'autres non? Est-ce que là on a un bon vieux clivage entre les anciens et les modernes, comme on a eu un peu sur la TNT, autre sujet que vous connaissez bien? Beaucoup moins sur la TNT, il y avait des vrais freins qu'on a réussi à lever, heureusement, notamment avec la loi, difficilement, mais on a réussi quand même.
par beaucoup de discussions, de pédagogie, d'explication, avec les enjeux qui étaient quand même très forts, notamment les enjeux économiques et culturels, donc qui, heureusement, ont permis à cette situation de se débloquer. Aujourd'hui, le contexte est un peu différent quand même, parce que les 13 sélectionnées, plus les 3 chaînes publiques, mais les 13 chaînes sélectionnées par le CSA étaient toutes très demandeuses de rentrer justement dans ce système, ce qui à l'époque de la TNT n'était pas tout à fait le cas. Bon. Donc là, on a aujourd'hui normalement 13 opérateurs qui sont là pour faire avancer le système et non pas pour le bloquer. Donc ce qu'il faut, c'est trouver effectivement l'environnement technique, industriel, économique, commercial qui permette à l'ensemble de ces acteurs concernés de s'entendre sur un modèle économique, puisque le gros